La chasse est un mode de vie. À tous ceux qui veulent nous limiter à une fonction de régulateur, je dis non. Mon métier n'est pas chasseur, c'est ma passion. Quand je vais à la chasse, je pars dans la nature parce que j'aime m'y retrouver, et si à un moment je tue un animal, c'est dans ce contexte particulier que je le ferai, et non pour simplement donner la mort. C'est toute la nuance que chaque chasseur connaît, ressent et comprend. La régulation et la préservation des équilibres écosystémiques sont les conséquences de ma passion. En aucun cas, ils ne peuvent en être la cause. La chasse est donc devenue un sujet médiatique permanent, voire un projet politique. Dans ce contexte, il est d'autant plus important d'expliquer notre pratique et de combattre ce sentiment de peur démesuré quand on regarde en réalité les chiffres qui s'est installé chez certains usagers de la nature. Pourtant, chasser le grand gibier, c'est maintenir l'équilibre des écosystèmes, c'est protéger les cultures agricoles. C'est éviter des dizaines de milliers de collisions, dont certaines dramatiques, entre des voitures, des motos et des animaux. Au cours de mon rapport moral, j'aborderai 4 grands axes ou objectifs. Défendre la chasse, promouvoir la biodiversité, être un acteur de la société, communiquer et soutenir le monde de la chasse. Le premier objectif, défendre la chasse, la sécurité, d'aussi emblématique, un enjeu majeur pour les chasseurs et les non-chasseurs. Tendre vers le risque zéro est une préoccupation permanente pour la FDC 07. La secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Bérangère Couillard, a annoncé un plan de sécurité à la chasse de 14 mesures qui fait suite à une longue concertation avec le monde de la chasse, mais aussi avec les principales fédérations de sport et loisirs de nature et les représentants des élus locaux. Le gouvernement a fait le choix d'aller beaucoup plus loin que la sécurisation de nos pratiques en intégrant un volet essentiel autour du partage des espaces et de la meilleure information des usagers de la nature. Personne ne peut contester le fait que par manque de connaissance de nos pratiques, par insuffisance d'informations de notre part et en raison de la surmédiatisation démesurée des accidents, de nombreux citadins, mais aussi des ruraux, éprouvent un réel sentiment d'insécurité lors de promenades durant la période de chasse. La baisse drastique du nombre d'accidents montre que ceci n'est pas une fatalité et que la mobilisation des chasseurs et des fédérations commence à porter ses fruits avec une évolution très positive des comportements. Nous totalisions 90 accidents. Cette année, 70 accidents à l'échelle nationale, dont 6 mortels, 6 de trop. Ce sont les niveaux d'accidents et de décès les plus bas de l'histoire de la chasse française. Notre objectif restera une année sans accident. Vous visualisez actuellement ces 14 mesures annoncées par la secrétaire d'État. Aucune ne concerne l'interdiction de la chasse du dimanche. Des actions concrètes déjà mises en place dans notre département depuis très longtemps. Des actions déclinées en 3 axes: pédagogique, formation initiale et continue et information, réglementaire, transposition des mesures de sécurité à l'écart de tous, judiciaire, cadre répressif avec stage de citoyenneté alternative aux poursuites judiciaires en cas d'infraction. Ainsi, notre fédération améliore et améliorera les formations pratiques et thématiques que suivent les chasseurs, indépendamment de la formation à l'examen de permis de chasser. La formation décennale du chasseur, c'est l'exécutant, la formation responsable de battu, la formation du responsable associatif. Force est de constater que la surenchère élitiste qui a émaillé certaines auditions au Sénat dans le cadre du rapport
transparaît dans certaines de ses propositions. Alimenter des peurs irrationnelles et diviser les Français n'a jamais été bon pour le bon vivre ensemble et la démocratie, alors que l'enjeu de la sécurité à la chasse se situe sur le terrain de la pédagogie et de l'information. Les mesures de renforcement à la chasse doivent respecter la diversité des territoires et des pratiques, ainsi que la réalité budgétaire des fédérations. Toujours dans la défense de la chasse, signaler les comportements hors la loi contre les chasseurs pour mieux les combattre. Nous recensons ces actes de malveillance commis à l'encontre des chasseurs et du monde cynégétique. Cette année, nous comptabilisons en Ardèche 33 faits divers. Dégradation de matériel, violences verbales, diffamation, menaces, agressions. Le dernier en date, cambriolage dans la maison de la chasse de la CCA de Beaumont. Ces signalements transmis à l'Observatoire de la FNC ont permis de déposer une plainte contre X pour association de malfaiteurs, a pu être déposée par la FNC auprès du procureur de Versailles. Ces actes illégaux, cette violence gratuite, sont de plus en plus le fait d'individus appartenant à des collectifs ou groupuscules soutenus par certaines associations qui ont pignon sur rue. La FNC a déposé une pétition qui a recueilli les 100 000 signatures. Merci à celles et ceux qui ont signé, requises pour déclencher une réaction parlementaire pour que les associations dites d'intérêt général qui combattent ouvertement des activités légales avec des moyens illégaux, intrusion, obstruction, violence, etc., ne bénéficient plus d'avantages fiscaux. Le Sénat a décidé de créer une mission flash pour étudier ce sujet et faire des propositions. Son rapport rappelle une évidence. Les associations qui font appel à la générosité du public doivent pouvoir être contrôlées, ce qui n'est pas le cas. N'hésitez pas à signaler sur l'application GeoChasse tout acte d'incivilité, de menace ou de fait. Toujours dans la défense de la chasse, le Conseil d'État, la Commission européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. La gestion adaptative. 2 décisions du Conseil d'État sont venues conforter le dispositif et la liste des espèces soumises à la gestion adaptative. Nous devons nous familiariser de plus en plus avec ces outils, notamment l'application ChasseAdapt développée par la FNC qui permet une collecte fiable d'informations sur les prélèvements des espèces soumises à cette gestion adaptative. C'est le cas de la tourterelle des bois pour l'instant. La réforme informatique engagée par la FNC devrait, dans quelques mois, accélérer la disposition de ces outils indispensables à la gestion des espèces. Nous savons le faire en Ardèche. La récolte de nos prélèvements en grand gibier est totalement dématérialisée par plus de 90% des équipes de chasse. La Commission européenne continue son travail de destruction de sape pour détruire petit à petit des traditions rurales et patrimoniales françaises. Les chasses traditionnelles sont dorénavant attaquées dans leur ensemble, en désignant clairement les palombières de nos amis chasseurs du Sud-Ouest. Comme on peut le dire, la Commission estime qu'il existe des alternatives, c'est-à-dire l'élevage ou le tir au fusil, plutôt que d'utiliser des pratiques ancestrales de chasse transmises de génération en génération qui ne concernent qu'un petit quota de prélèvement, chasse à la tendelle, chasse à la grue. Les oiseaux que nous pouvons chasser, le calendrier des saisons de chasse, les méthodes de chasse, y compris celles qui font partie de notre identité rurale et notre patrimoine culturel, c'est Bruxelles qui décide. Concernant les ACCA, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en juillet 2022. Selon elle, l'interdiction faite aux petits propriétaires de s'associer après la constitution des ACCA pour faire une chasse close, privée, ne lui paraît ni discriminatoire, ni attentatoire au droit de propriété. Tout l'enjeu de ce contentieux était en effet d'empêcher la création impromptue d'associations dont le seul but est de démanteler le territoire de la CCA
et de priver notamment les membres de la CCA non propriétaires de la possibilité de chasser sur des territoires suffisamment vastes et stables. Le Conseil d'État a rendu le 23 mars 2023 une décision favorable aux ACCA qui met un terme définitif à près de 4 années de contentieux engagés par les forestiers privés de Francilvia contre la chasse populaire. Le Conseil d'État, par cette décision, préserve ainsi la mission d'intérêt général dont les ACCA sont investies et nos communes soumises à un fort morcellement foncier où elles sont constituées. Elles permettent ainsi une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique et garantissent l'accès à une chasse populaire. On peut se féliciter de cette éclatante victoire de la chasse populaire et d'intérêt général incarnée par les 10 448 ACCA et AICA de France. Encore des propositions de loi contre la chasse. Ne tombons pas dans ce piège politique grotesque que l'on nous tend, monter les gens les uns contre les autres à des fins de chaos à peine voilées. C'est évidemment ce que recherche le député écologiste Charles Fournier d'Indre-et-Loire lorsqu'il a voulu soumettre à l'Assemblée nationale le 6 avril dernier son projet de loi sur la chasse. Un projet qui ne comportait qu'un seul point, à savoir l'interdiction de chasser le dimanche et donc un seul objectif, tuer la chasse populaire. Il est évident que la défense de la chasse populaire et le respect du droit de propriété passent par le maintien de la chasse le week-end et le dimanche en particulier. Pour la fédération départementale que je préside et pour chaque chasseur, cette proposition de loi des Verts est une énième provocation. Aucune fédération d'activité nature ne réclame un dimanche sans chasse. Et chacune de ces structures l'a clairement rappelé devant notre ministre des tutelles il y a quelques mois. À force de répéter sans cesse et de façon mensongère que la nature est à tout le monde, on obtient des sondages d'opinion à l'instant T qui, par définition, ne tiennent pas compte du recul nécessaire qu'il faudrait normalement avoir pour ce genre de débat. Le culte de l'instant présent prédomine aujourd'hui à toutes les destinées françaises en raison de l'extrême rapidité des réseaux sociaux et de la violence qui en découle. Cela ne s'applique pas qu'à la chasse. Une nouvelle atteinte contre la chasse a donc été écartée le 6 avril grâce au réseau très dense des fédérations départementales en connexion étroite et directe et permanente avec leurs parlementaires. Que chacun ici en soit remercié. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. D'autres attaques vous seront portées, dont certaines au plus haut niveau de l'État. Même les outils indispensables que l'on utilise pour nos compagnons à quatre pattes, pour leur sécurité, sont discutés. Pour y faire face, les chasseurs devront sans relâche expliquer ce qu'est la chasse à leurs contemporains et en quoi sa pratique est légitime, et les chasseurs responsables, quel que soit le mode de chasse qu'ils pratiquent. Nous devons impérativement poursuivre nos efforts avec nos parlementaires, députés et sénateurs, afin de les sensibiliser à la réalité de nos modes de chasse et les amener à nous soutenir dès que cela est nécessaire. Les chasseurs, premiers usagers du système d'information sur les armes. Le SIA, vous avez entendu parler, a été inauguré par le ministère de l'Intérieur le 8 février 2022. Il a connu un démarrage compliqué dû à de nombreux dysfonctionnements. Nous avons échangé régulièrement avec les services de la préfecture sur ce sujet. Un communiqué de presse commun a été rédigé en présence de monsieur le directeur du service du cabinet, monsieur Thomas Cupiz, qui représentait monsieur le préfet et moi-même. Nous avons relayé régulièrement aux chasseurs, mais aussi aux détenteurs de droits de chasse, les messages et les consignes de la préfecture. Des permanences ont été mises en place par la préfecture de l'Ardèche depuis avril 2022 dans le cadre de l'accompagnement de proximité pour aider les chasseurs détenteurs d'armes à la création de leur compte SIH
jusqu'au 1er janvier 2024, puisque la date a été repoussée, à la préfecture, mais aussi les vendredis au siège de la FDC. J'en profite aussi pour remercier les armuriers pour leur implication sur ce dossier. Le nombre de déclarants chasseurs pour notre département avoisine les 3500, soit 30%. Mobilisez-vous. En parlant des armes, parlons des munitions, l'utilisation du plomb. Depuis le 15 février 2023, il est interdit d'utiliser et de porter du plomb pour la chasse dans les zones humides. Nous attendons la définition précise d'une zone humide. Les directives nationales et particulièrement les consignes de mise en application de cette nouvelle mesure. Vers une interdiction totale du plomb, si oui, le monde de la chasse demande une période de transition. Plusieurs pays qui avaient anticipé cette interdiction reviennent de façon partielle ou totale sur cette mesure qu'ils jugent non pertinente. En 2021, la Norvège a approuvé par un vote parlementaire l'utilisation du plomb dans les munitions de chasse après son interdiction en 2005. Nous constatons que pour notre devenir passe par l'action environnementale. Et c'est l'objectif de mon deuxième point. Les chasseurs et les feux de forêt. L'été 2022 a été de nouveau difficile pour les forêts avec les records de chaleur et de sécheresse. Bien sûr, les effets très marquants, directs et désastreux ont été les incendies de forêt de grande ampleur, 61 000 hectares en France. Plus de 2240 hectares pour notre département. Je tenais à remercier le travail réalisé par nos sapeurs-pompiers. Je sais que les chasseurs peuvent venir en appui pour la connaissance du territoire. Notre objectif à l'avenir est d'échanger avec le service départemental pour travailler ensemble. La Fédération nationale a été auditionnée dans le cadre de 2 missions spécifiques, cartographie des risques, articulation des politiques publiques, et a rappelé le rôle actif des chasseurs, grands connaisseurs du terrain, sur ces 2 volets. Il a été indiqué la nécessité d'associer le plus en amont possible le réseau synergétique, aussi bien dans la prévention que dans les comités de crise en cas de lutte effective. Un autre exemple où les chasseurs tirent la sonnette d'alarme, l'embroussaillement à moins de 50 mètres des habitations. Nous y sommes confrontés tous les jours. Ces zones souvent denses et impénétrables sont des remises idéales pour le sanglier. Il y trouve le gîte, souvent le couvert et la tranquillité, de temps en temps des cultures agricoles dont les dégâts sont encore indemnisés par les chasseurs. Le président de la CCA est régulièrement interpellé, harcelé par ces mêmes propriétaires pour agir et éliminer ces animaux. Ces mêmes chasseurs se mettent en difficulté vis-à-vis de la loi afin de répondre positivement à la demande. Débroussailler chaque année ne serait-il pas plus simple? C'est une obligation, semble-t-il. Contrairement aux idées reçues, le débroussaillage peut avoir des effets bénéfiques sur la biodiversité. Côté forêt, l'adaptation au changement climatique est une priorité pour une filière forêt-bois qui est soutenue par l'État pour dynamiser le renouvellement forestier. Test de nouvelles essences. Qui dit régénération, plantation, veut dire sur ces zones possibles, souci d'interaction avec la grande faune. Les plantes issues de pépinières sont plus sensibles à la dent des ongulés. C'est pour cela que nous attirons notre attention sur ces zones spécifiques de renouvellement générées par l'ONF. Une opération de financement participatif en direction des Ardéchois pour contribuer à la reconstitution et à l'avenir des forêts ardéchoises est en cours. Mathieu Sallet vous en parlera peut-être tout à l'heure.
J'en profite ici pour saluer l'intervention de la sénatrice de l'Ardèche, Anne Talon, en soutien de la proposition de loi visant à renforcer la prévention de la lutte contre les incendies. Le texte adopté à l'unanimité par le Sénat le 4 avril dernier renforce la coopération entre les collectivités territoriales, les SDIS, l'État et les particuliers. L'éco-contribution. L'année 2022 est la troisième année du dispositif éco-contribution. À l'échelle nationale, nous comptabilisons un total de 577 projets. Ces projets éco-contribution ont été montés selon des critères stricts. L'instance décisionnelle de l'OFB, la commission des interventions, valide ces projets après une inscription à l'échelon local et national. Notre pôle ludo-pédagogique sur la biodiversité créé pour les établissements scolaires et les visiteurs de la FDC 07 est opérationnel avec un objectif de plus de 1000 participants par an aux animations nature au col de l'Escudé. La Fédération nationale des chasseurs mène des projets variés et fédérateurs, des actions comme J'aime la nature propre, Hirondelles et biodiversité, Écosentia, chemins ruraux, cœur de la biodiversité. Nous vous proposerons des actions courant 2024 en y associant évidemment les chasseurs, mais aussi d'autres partenaires. Un service scientifique national qui se structure. Cette année, la FNC a développé de nouvelles approches toujours plus innovantes. Citons la génomique. C'est la séquence des génomes d'espèces d'oiseaux. L'identification de marqueurs génétiques facilitera l'étude des structures de population et de leur connectivité. À partir d'échantillons de muscles, de plumes, de poils, on pourra en déduire des informations capitales, même des tendances d'effectifs. Qui d'autres que nous sont les premiers récolteurs d'échantillons biologiques? Le suivi de l'avifaune par la technologie radar prend son envol, avec plus de stabilité et de collaboration, y compris à l'international. Mutualiser entre les fédérations départementales un projet régional sous la houlette de la Fédération régionale des chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes est envisagé, consistant à acquérir 2 radars ornithologiques qui seraient intégrés au réseau de surveillance nationale coordonné par la FNC. La gestion adaptative des populations d'oiseaux passe par le suivi de leurs états et de leur dynamique. De nouveaux outils comme l'intelligence artificielle nous permettront de contribuer à la connaissance lors de la déclaration de nos prélèvements par une simple photo de l'oiseau prélevé, la classe, l'âge et le sexe. Ces études apporteront la contradiction dont se nourrit la science. Axe 3 de mon rapport moral, c'est être un acteur de la société. Et le sanitaire tient une place importante dans notre loisir. Concernant la grippe aviaire, les instructions ministérielles se sont succédées suivant l'évolution de la situation sanitaire en France. Les mesures de gestion ont été renforcées et territorialisées. La multiplication des détections dans la faune sauvage et dans les élevages a généré de nombreux arrêtés préfectoraux. Le premier foyer de grippe aviaire détecté en Ardèche, sur la commune de Saint-Montan, au sein d'un élevage amateur de canards d'ornement. Puis des cas dans le département voisin ont amené à la mise en place de protection au sein de nos communes ardéchoises. Nous rappelons l'importance des mesures de biosécurité à respecter dans la pratique de la chasse au gibier d'eau, mais aussi de toute autre chasse afin de ne pas véhiculer le virus et de risquer de contaminer un élevage. Vous trouverez dans votre pochette une fiche sur la biosécurité et sur les mesures d'hygiène, de contrôle des maladies aux animaux sauvages et sur les mesures de lien avec le virus
l'influenza aviaire. Depuis août 2021, des cas chez les carnivores dans d'autres pays. Le 20 février 2023, la confirmation de la positivité d'un renard roux en Seine-et-Marne marque le premier cas de mammifère terrestre sauvage détecté positif en France. Nous vous invitons donc à la vigilance en cas d'observation de mortalité de carnivores, charognards et mammifères qui partagent des milieux de vie avec des oiseaux, en particulier en zone de circulation dans la vallée du Rhône. Concernant la maladie de Jeski, du côté des sangliers, les résultats d'une étude de test concernant l'innocuité et l'efficacité du vaccin contre la maladie de Jeski chez les chiens devraient être disponibles dans le courant du deuxième trimestre 2023. Le suivi sérologique des chiens vaccinés est en cours. L'étude se poursuit par des travaux complémentaires afin d'apporter des réponses aux questions que les chasseurs se posent quant à cette vaccination. La contamination de chiens de chasse au sanglier peut donc avoir lieu lors de la chasse, en particulier pour des chiens allant au contact du ferme. Les symptômes sont principalement constitués en des troubles nerveux et du comportement. Leur mort est systématique. Nous échangeons régulièrement avec les services de l'État, des DET SPP, qui nous informent des différentes instructions que vous nous relayons. L'État à l'écoute des chasseurs. Le 1er mars 2023 a eu lieu sur le stand du ministère de l'Agriculture du Salon international de l'agriculture la signature de l'accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et du protocole d'accompagnement par l'État. Tout d'abord, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, et la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, ont signé avec le président de la Fédération nationale, Willy Schrem, le protocole qui doit officialiser le soutien financier souhaité par le président de la République aux fédérations à hauteur de 80 millions d'euros. Les voilà, ces fameux 80 millions. Il y a 3 volets. 20 millions pour l'appui à la prise en charge du coût lié à la crise ukrainienne pour l'année 2022, versé entièrement aux agriculteurs. C'était le plan de résilience. Pour l'Ardèche, cela représente 10 à 15% du coût des dégâts de l'année de récolte 2022, soit une enveloppe reversée aux agriculteurs entre 7 et 10 000 euros. Pourquoi si peu ? Car peu de dégâts et très peu sur les denrées agricoles concernées par l'inflation. 60 millions pour l'appui à la transition du système d'indemnisation des dégâts. Il s'agit de l'aide à la réforme structurelle sur 3 ans attribuée aux fédérations de niveau départemental, régional et national, consacrée à la modernisation du système d'indemnisation, au développement d'un système d'information permettant de suivre les prélèvements à l'échelle des territoires, les dégâts de gibier ainsi que les mesures de protection. Ce n'est en aucun cas une aide pour payer les dégâts sangliers. Et évidemment, un appui réglementaire de l'État pour la mise en place de nouvelles mesures suite à l'accord avec le monde agricole. Willy Schrem a signé l'accord avec le monde agricole représenté par l'ensemble des syndicats agricoles et chambres d'agriculture de France. L'objectif de ces accords est de réduire de 20 à 30% d'ici 3 ans les surfaces de dégâts de sangliers au niveau national. Il y a 3 volets à cet accord. L'élargissement de la boîte à outils sanglier,
les points de simplification et de clarification de la procédure d'indemnisation des dégâts, un contrat d'objectifs, résultats et moyens et de suivi de cet accord. Je rappellerai, comme exposé en première partie du Congrès, le niveau des indemnisations des dégâts agricoles causés par le grand gibier dans nos départements est à un niveau historiquement bas depuis plus de 20 ans, en quantité détruite, mais aussi en euros, malgré la conjoncture économique, moins de 150 000 euros. Cet accompagnement sur 3 ans de l'État doit aussi nous servir non plus à réfléchir, mais à agir sur l'évolution du système d'indemnisation avec une loi inadaptée et vieille de 50 ans. Nous ne donnerons pas un avenir à la chasse française si nous ne restons que sur cette équation financière qui nous lie à la nature. Nous constatons tous que notre devenir passe par l'action environnementale, par la gestion de la biodiversité, par l'information du grand public et bien sûr par le vivre ensemble dans la nature. J'en terminerai par la communication avec un exemple sur la venaison. La valorisation de la viande de gibier est dans l'air du temps. Cette viande répond aux nouvelles attentes des consommateurs. Ils sont devenus locavores. Développer ces filières de valorisation de venaison locale est un formidable atout économique et social pour nos territoires ruraux. Un travail national est en cours, porté par la FNC et les structures de la filière. La région aura, dans ses objectifs de valorisation des territoires et de ses différentes composantes rurales, souhaite valoriser les filières locales et naturelles. Quoi de plus naturel que de mettre en avant la cuisine du gibier avec des partenaires locaux? C'est le défi qu'a relevé la Fédération départementale des chasseurs à l'automne dernier. Elle a ainsi mis en place une opération de cuisine du gibier avec plusieurs partenaires, tous ancrés dans le territoire et attachés à sa mise en valeur. Ainsi, une journée sur la cuisine du chevreuil a réuni le chef du restaurant La Boria, l'entreprise Matal à Aubenas, qui a mis à disposition son espace cuisine, le CFA de la NAS, avec un groupe de jeunes en formation, et leur professeur responsable Olivier Chastanier. Cette opération a été conduite grâce au soutien de la région Aura. Les objectifs étaient multiples: inciter et susciter à la cuisine d'un produit local, bio et de venaison, valoriser l'image de la chasse, mettre en valeur les partenaires associés à l'opération et valoriser nos territoires. Pour la cuisson de la viande, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué la viande, on appelle ça marquer, c'est-à-dire saisir très fort avec un petit peu d'huile, un peu de beurre des deux côtés. Ensuite, on met la viande au repos, ça attendrit les chairs. Pour une viande qu'on va rôtir donc 4-5 minutes, on la laisse reposer au moins 4-5 minutes sur une grille à côté pour que les chairs s'attendrissent, pour que le sang se diffuse de partout dans la viande. Au moment de servir, on va repasser la viande 3-4 minutes au four, sans qu'elle soit bien chaude à cœur, et c'est fini. Pour les pièces un peu moins nobles, mais qui sont tout autant très bonnes, si le cuisseau, l'épaule, nous on conseille une marinade déjà, parce qu'elles sont beaucoup plus nerveuses, plus gélatineuses, et elles ont besoin de beaucoup plus de cuisson. Donc on fait des cuissons à l'étouffée, très douces, des fois jusqu'à 5-6 heures. Une vaste campagne de communication digitale et avec la presse locale a permis de diffuser largement recettes et conseils du chef pour cuisiner des dos de chevreuil ainsi que des succulents saucissons briochés, toujours cuisinés à base de chevreuil. Les réseaux sociaux et la présence de nombreuses vidéos sur YouTube étaient au programme de cette opération. 64 000 vues et un fort taux de visionnage, ce qui place cette campagne à une performance exceptionnelle. Une belle expérience pour les jeunes du CFA de la NAS qui préparent le brevet professionnel art de la cuisine.
La cuisine du gibier étant au programme de leurs années scolaires, elle a permis aux jeunes, dans le cadre de leur apprentissage, de travailler avec un chef reconnu, Florian Descours, de côtoyer le milieu de l'entreprise professionnelle en lien avec le métier, entreprise Matal Aubenas spécialisée dans les métiers de bouche, et des acteurs du territoire que sont les chasseurs, représentés par la fédération départementale, qui a initié cette opération avec l'appui fort de la région. Cette opération est une phase de test qui aura pour objectif de réaliser une opération de plus grande envergure en 2023. Bravo pour cette idée, c'est un véritable succès. Et pour cuisiner, donc, nous avons pensé qu'il était utile de vous offrir un tablier. Donc voilà, à vous de jouer maintenant, chez vous, et de cuisiner. Pour conclure, il faut y arriver. Ma responsabilité de président m'oblige à attirer votre attention sur un point crucial à l'avenir, la bataille de l'opinion est cruciale pour l'avenir de la chasse. Je vous demande de mener avec moi ce combat. Si la biodiversité est un bien commun, et les chasseurs en savent quelque chose, eux qui la pratiquent au quotidien, la nature, elle, demeure le bien de quelques-uns, contrairement aux affirmations de certains radicaux. Mon père me disait toujours, « Petit, quand tu n'es pas chez toi, n'oublie jamais que tu es chez quelqu'un d'autre. » C'est la réalité du droit de propriété français. C'est l'identité propre à nos territoires. En tant que chasseurs, nous voulons être respectés, que l'on nous laisse vivre nos choix de vie, que l'on cesse de nous rajouter sans cesse des normes sur les normes, que l'on arrête de nous imposer une vision d'une société qui serait faite que d'interdictions et de privations. Laissez-nous simplement transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents. C'est notre droit légitime. La ruralité unie doit se mobiliser pour défendre nos campagnes et nos pratiques traditionnelles pour faire face à cette radicalisation de la société. Alors, mes amis, ce n'est pas le moment de baisser les bras et de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons. Je m'adresse à vous tous et à ceux qui nous écoutent avec une certaine fierté pour vous remercier. Je connais mes responsabilités et celles de mon conseil d'administration pour répondre à vos attentes, pour défendre nos valeurs, nos traditions et porter au quotidien l'ambition de nos engagements. Merci pour votre soutien et votre amitié. Vive la chasse populaire, vive la ruralité, vive l'Ardèche!